comment expliquer ces formes étranges? En architecture comme ailleurs, la différence interpelle, le nouveau interroge, ce qui est contraire est souvent un mystère. Mais le Danemark n'en est pas à son coup d'essai et réfléchit différemment depuis longtemps. Dans les contes d'Hans Christian Andersen, via l'existentialisme de Kierkegaard au cœur de l'atome, repensé par Niels Bohr, on trouve un pays qui valorise l'altérité, et aujourd'hui se tourne vers demain. Pionnier de la lutte écologique, le Danemark ne veut effectivement pas se reposer sur ses acquis, en football aussi, et cet euro ressemble à la dernière ligne d'un riche chapitre. Vivront-ils heureux à la fin? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver pour le 7ème épisode de retour. Le temps passe vite, et on y pense assez peu, notamment à cette période de Ligue des Champions, mais le coup d'envoi de l'Euro sera donné dans 3 mois et demi à peine. Alors de notre côté, on ralentit pas le rythme, et après avoir parlé de l'Italie, de la Finlande, de la Turquie, du Pays de Galles, de la Suisse et de l'Ukraine, c'était l'épisode de samedi dernier, on s'intéresse aujourd'hui au Danemark, qui s'est extrait non sans mal de son groupe en devançant l'Irlande d'une courte tête. Alors sélection qui n'a pas été loin de jouer un sale tour au Danemark lors de l'ultime journée des phases de qualif à Dublin, puisqu'une victoire leur aurait offert un billet direct pour l'Euro. Mais en tenant tête un partout, c'est bien les partenaires de Martin Braithwaite, buteur ce soir-là, qui obtiennent le précieux sésame. Alors de manière générale, la campagne danoise a été un peu mitigée, de nul face à l'Irlande, donc un 0-0 en Géorgie particulièrement décevant, et quelques doutes qui entourent une sélection parfois un peu ennuyante, mais il y a aussi ce scénario incroyable contre la Suisse où le Danemark mené 3-0 à 5 minutes du terme, arrache l'égalisation dans le temps additionnel. Au retour à Copenhague, un but à la 84e de Youssouf Poulsen leur offre un succès absolument crucial. À la faveur de quelques victoires écrasantes contre Gibraltar, le Danemark boucle même cette étape avec 23 buts marqués. Meilleure attaque du groupe donc, qui est plutôt correcte dans l'absolu, c'est mieux que le Portugal ou la Croatie par exemple, seulement 2 de moins que la France. Les Danois auraient-ils ce qu'il faut pour écrire une très belle page de leur histoire cet été ? Bah pourquoi pas, mais ça va être difficile de faire mieux qu'en 1992, où à la stupeur générale, les coéquipiers de Peter Schmeichel remportent l'Euro. Initialement non qualifié et repêché à 10 jours du début du tournoi, suite à l'exclusion de la Yougoslavie, le Danemark va tenir en échec l'Angleterre, puis battre successivement la France 2-1, les Pays-Bas au penalty et l'Allemagne, championne du monde en titre, 2-0, pour réussir l'un des plus grands exploits footballistiques du XXe siècle. Alors pas toujours dans un style très flamboyant, en août dernier j'avais fait une vidéo sur une règle qui avait été instaurée lors de la saison 1992-1993, c'est l'abolition de la passe en retrait au gardien, ou plus précisément l'interdiction de prendre à la main une passe en retrait au gardien. C'est notamment parce que le Danemark en avait fait un usage absolument excessif à l'Euro, presque comique, comme sur ce coup franc joué plus de 40 mètres en arrière, dans le seul but de gagner du temps. Donc voilà, ce titre reste un moment d'histoire incroyable qu'on peut lier dans une certaine mesure, sans doute au succès de la Grèce en 2004, mais contrairement aux Grecs, les Danois ne sortaient pas tout à fait de nulle part et avaient même connu une belle génération dans les années 80, la fameuse Danish Dynamite, conduite notamment par le génial Michael Laudrup. On sait par exemple qu'en 84, la France remporte le premier titre majeur de son histoire, l'Euro 84, en finale contre l'Espagne, mais ça aurait pu être face aux Danois que l'Espagne élimine en demi-finale au tir au but à Gerland. Donc tout ça pour dire que le Danemark a effectivement une riche histoire, peut-être un petit peu moins séduisante en Coupe du Monde que celle de la Suède si on devait tenter une petite comparaison scandinave, mais plus de trophées, comme la Coupe des Confédérations 95 aussi. Plus récemment en revanche, la sélection dessous non qualifiée pour les Euros 2008 et 2016, éliminée en phase de groupe en 2012, un seul 8ème de finale de Coupe du Monde sur les 4 dernières éditions, c'était il y a 2 ans, sorti au tir au but par la Croatie. Alors intronisé en 2016, le bilan d'Åge Hareide est controversé, norvégien. Il a effectivement permis au Danemark de regoûter au bonheur d'un tournoi majeur en 2018, après 6 ans de purgatoire, et en qualifiant également la sélection pour l'Euro 2020, il bénéficie d'une certaine approbation populaire, mais le football que pratique son équipe est considéré par beaucoup comme relativement pauvre, et cette faiblesse de style contraste avec le potentiel évident d'un effectif dense, peut-être le meilleur de l'histoire du pays. Alors au poste de gardien, on retrouve déjà Kasper Schmeichel, fils de légende, mais loin d'être pistonné à 33 ans, le capitaine de Leicester est toujours aussi régulier, décisif, c'est un élément clé et un pilier du vestiaire. Il sera vraisemblablement suppléé par Fredrik Ronau, le numéro 2 de l'Eintracht, et habitué à ce rôle et doublure de Kevin Trapp à Francfort, donc donne toujours satisfaction. Hareide pourrait décider de convoquer enfin Jonas Løssel, qui a retrouvé du temps de jeu à Huddersfield, mais Jesper Hansen, 34 ans, titulaire d'un Midtjylland, leader du championnat danois, était présent lors des 7 dernières rencontres de qualif de la sélection, et on l'imagine être du voyage.
On passe aux défenseurs, et dans l'axe, le capitaine Simon Kjær est indiscutable. À 30 ans, il est un no-retour à lui tout seul. Et sa carrière riche l'aura vu jouer à Midtjylland, Palerme, Wolfsburg, l'AS Roma, Lille, Fenerbahçe, Séville, l'Atalanta, où il était prêté en début de saison, mais pour un temps de jeu très limité, 3 titularisations, toutes compétitions confondues. Il a retrouvé du service cet été au Milan AC et est parfois embêté par les blessures, mais forme aux côtés d'Alessio Romagnoli une charnière solide, très bon contre la Juve en demi-finale allée de Coupe d'Italie par exemple. Il est un vrai point fort. Alors son partenaire de charnière devrait être Andreas Christensen, de nouveau titulaire du côté de Chelsea après une fin d'année 2019 passée sur le banc. À 23 ans seulement, on imagine que son potentiel n'a pas encore été pleinement réalisé, mais peut-être un poil irrégulier. Il pourrait perdre sa place dans le 11 au profit de Mathias Jorgensen alias Zanka, joueur du Fener prêté cet hiver à Düsseldorf, choisi par Åge Hareide pour le match décisif contre l'Irlande en clôture des éliminatoires, donc à voir. Enfin, Joachim Andersen devrait être le 4ème central, mais part de beaucoup plus loin, international danois depuis 2019, et seulement 7 petites minutes jouées face au Luxembourg en amical. Sa saison plus que décevante du côté de Lyon ne jouera pas en sa faveur. Latéral gauche ensuite, on retrouvera certainement Jens Striger Larsen, pilier du Dinez depuis 3 ans, ambidextre. Il peut occuper tous les postes défensifs et évolue en club en tant que piston droit d'un 3-5-2. Exactement la même situation d'ailleurs pour sa doublure Peter Ankersen au Genoa, preuve s'il en fallait de la popularité de ce système en Italie. À droite enfin, Henrik Dalsgaard de Brentford complète une ligne expérimentée et relègue sur le banc le talentueux Daniel Vass, taulier absolu de Valence mais qui paye peut-être une relation tendue avec son sélectionneur entre 2016 et septembre 2019. Un cran plus haut, le 4-2-3-1 d'Hareide associe généralement Lasse Schön à Thomas Delaney, mais les performances très moyennes de Schön au Genoa, qu'il a rejoint l'été dernier en provenance de l'Ajax, pourraient lui coûter sa place. Et Pierre-Emile Højbjerg, formé au Bayern, capitaine de Southampton, en profiterait. Thomas Delaney, lui, n'est menacé que par les blessures, touché lors du match décisif contre l'Irlande en novembre. Il n'a plus rejoué depuis et entre cheville et genou, sa saison est presque blanche, 9 matchs seulement, toutes compétitions confondues. Sa perte est déjà un coup dur pour Dortmund, elle serait particulièrement mal vécue par les Danois dont il est un membre vital, mais nul ne l'est plus, évidemment, que Christian Eriksen, dont les coups de patte magiques ont sauvé plus d'une situation en club comme en sélection. Et si sa situation à l'Inter n'est pas pour l'instant satisfaisante, aucune titularisation en Serie A par exemple, il a marqué son premier but contre Ludogorets la semaine dernière, a touché la barre dans le même match aussi. C'est sans aucun doute un joueur de classe mondiale et le succès du Danemark repose en bonne partie sur ses exploits, parfois trop. Bon, niveau remplaçant dans notre jeu, on pourrait voir le très prometteur Philippe Billing de Bournemouth qui a réussi une bonne première partie de saison, et s'il revient de blessure à temps, le partenaire de Schön au Genoa, Lucas Lerager, qui a quitté les Girondins l'été dernier. Enfin, le secteur offensif du Danemark n'est pas en reste et Martin Braithwaite, essentiel à Leganés, risque de jouer même quelques matchs du côté de Barcelone. Son entrée intéressante face à Eibar notamment est un bon signe. Il a logiquement la pleine confiance d'Hareide. Pour le suppléer, l'excellent Robert Skov d'Hoffenheim, 23 ans, peut jouer à gauche, mais son poste préférentiel est à droite, où il se battra pour une place de titulaire avec Youssouf Poulsen, toujours à Leipzig, n'a pas absolument perdu la confiance de Nagelsmann, mais l'émergence de Christopher Nkunku et surtout de Patrick Schick l'ont progressivement poussé sur le banc, pas facile à accepter pour celui qui est au club depuis 2013, a connu la 3ème division, puis 2 années de seconde, il totalise plus de 250 apparitions, toutes compétitions confondues pour Leipzig, et à 25 ans encore de beaux jours devant lui. Alors comme d'habitude, les mois qui viennent peuvent venir un peu perturber l'ordre établi, on n'est que fin février, et par exemple, Pione Sisto revient bien du côté du Celta, ça semble plus compliqué pour Jakob Brun-Larsen, mais pas totalement impossible. La pointe de l'attaque est incertaine aussi, et personne ne part véritablement avec une longueur d'avance. Ça se jouera entre Kasper Dolberg, plutôt en forme du côté de Nice, Andreas Cornelius, prêté par l'Atalanta à Parme, et peut-être Christian Gittkier si Nicolas Jorgensen ne revient pas de blessure à temps. Ça donne quand même un effectif fourni à tous les postes, pas de zone de faiblesse particulièrement évidente, en tout cas pas dans le 11, du temps de jeu pour tout le monde, ou presque, ce qui doit, logiquement, permettre au Danemark d'y croire. Alors dans ce groupe B, ils joueront leur premier match contre la Finlande, avant d'affronter successivement la Belgique, puis la Russie. Selon les bookmakers, et notamment mon partenaire Unibet.fr, ils devraient atteindre les 8ème de finale. C'est ce que je pense aussi. Alors leur cote pour remporter le groupe est à 3,50, c'est plus que la Belgique qui a 1,70, mais c'est moins en revanche que la Russie qui a 4,50 et c'est beaucoup moins bien sûr que la Finlande à 15. Ils auront aussi l'avantage non négligeable de jouer tous leurs matchs de poule à domicile. Effectivement, Copenhague fait partie des villes hautes du tournoi et ça c'est quand même plutôt cool pour eux.
L'autre chose, c'est qu'on est quand même sur une sélection qui reste sur 34 matchs hors tir au but, 34 matchs sans défaite, 17 victoires et 17 nuls. C'est une stat qui est moins impressionnante pour un pays qu'elle ne le serait pour un club. Tu as forcément des victoires contre Gibraltar et le Luxembourg dans le lot, mais tout de même, si le Danemark ne séduit pas particulièrement et si son style est peut-être un peu pauvre, on peut pas lui nier une certaine constance, une certaine régularité dans les résultats. Alors quoi qu'il arrive, ce sera le dernier tournoi d'Orail 2 puisque Kasper Hjulmand va prendre la relève dans la foulée. Pour mes amis de Nordisk Football dont je vous avais parlé la dernière fois, qui m'ont bien aidé à préparer cet épisode, il est un excellent tacticien reconnu au pays pour sa capacité à faire progresser les jeunes et une belle génération arrive au Danemark. C'est un peu ce que j'évoquais en intro. Il y a globalement la volonté de franchir un cap en matière d'identité footballistique, c'est à l'image notamment du coach des U21 Albert Capellas passé par la Masia. 7 € donc est important, mais la suite pourrait l'être encore davantage. Bon, en tout cas les amis, c'est la fin de ce 7e épisode de retour, donc, et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la série avec un petit like, ça m'aide toujours autant. Et puis, si vous voulez pas rater la prochaine nation, que j'ai pas encore choisie d'ailleurs, je vais faire ça bientôt, mais si vous voulez pas rater la prochaine nation, la prochaine sélection, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Alors de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez bien sûr une super journée, une excellente soirée et un très bon week-end. Prenez soin de vous surtout. Bisous.